Les mains tremblantes de Marie ouvrirent à la cage du lynx condamné à l'euthanasie, un acte de rébellion qui pulvérisa instantanément 15 ans de carrière scientifique. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce félin aux yeux d'ambre détenait la clé d'un scandale qui ébranlait toute la protection de la faune locale. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Sous le ciel gris de novembre, la camionnette avançait lentement sur la route forestière du parc national de Yellowstone. À l'intérieur de la cage de transport, 2 yeux ambrés brillaient dans l'obscurité, vigilants et terrifiés. Un lynx roux magnifique, son pelage tacheté encore lustré malgré les semaines de captivité, observait le monde défiler à travers les barreaux métalliques. Sa respiration était rapide, son corps tendu comme un ressort. Il ne le savait pas encore, mais ce voyage pourrait être son dernier. Dans le rétroviseur, on pouvait apercevoir le visage anxieux de Marie Dupont, biologiste spécialisée dans les félins sauvages. À 34 ans, avec ses cheveux bruns coupés courts et ses yeux verts toujours aux aguets, elle avait consacré sa vie à la protection des prédateurs menacés. Pourtant, aujourd'hui, sa mission était différente. Elle escortait ce lynx vers ce que beaucoup appelaient une fin humaine, un euphémisme qui ne faisait rien pour apaiser sa conscience tourmentée. Spécimen 47, comme l'indiquait la fiche attachée à la cage, avait été capturé 3 semaines plus tôt, après plusieurs attaques sur des troupeaux de moutons dans les ranchs voisins. Les propriétaires terriens avaient exigé des mesures. Les autorités locales avaient cédé à la pression. La sentence était tombée, l'animal était jugé irrécupérable et devait être euthanasié. Mais quelque chose dans le regard de ce prédateur avait touché Marie profondément. Ce n'était pas un simple numéro. Elle l'avait secrètement nommé Léo, en hommage à sa force et sa noblesse. « On y est presque », murmura Marie, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Elle n'adressait ces mots à personne en particulier. Son collègue Thomas dormait sur le siège passager, épuisé après leur nuit de préparation. Mais elle ressentait le besoin de parler, comme pour se convaincre que ce qu'il s'apprêtait à faire était inévitable. Le centre de recherche sur la faune sauvage de Bridger-Teton n'était plus qu'à quelques kilomètres, caché au fond d'une vallée isolée. C'est là que Léo devait rencontrer son destin. Marie connaissait le protocole par cœur. Examen final, sédation, puis injection létale. Propre, rapide, sans souffrance. Du moins, c'est ce qu'on leur disait. La route sinueuse descendait maintenant vers la vallée, et Marie sentit son cœur se serrer. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Dans la cage, Léo semblait sentir l'approche de quelque chose d'important. Ses oreilles touffues pivotaient nerveusement, captant chaque son, chaque changement dans l'environnement. « Je suis désolé », chuchota Marie, jetant un regard dans le rétroviseur, non pas pour vérifier la route derrière elle, mais pour croiser une dernière fois ses yeux sauvages qui l'avaient hantée depuis leur première rencontre. C'est alors qu'un éclair traversa la route. Un cerf surgit de nulle part, bondissant devant la camionnette. Marie freina brusquement, tournant le volant d'un coup sec pour éviter l'animal. La camionnette dérapa sur le gravier humide, tournoyant comme une toupie folle, avant de s'immobiliser à quelques centimètres du bord de la route. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas s'était réveillé en sursaut, agrippant le tableau de bord, les yeux écarquillés par la peur et la confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix rauque. Marie, le souffle coupé, fixait un point devant elle. Un cerf. Il a traversé. « J'ai... » Elle s'interrompit, réalisant soudain ce que signifiait cet incident. Un délai, un répit, peut-être même une chance. Dans la cage, Léo s'était recroquevillé au fond, tous les muscles tendus, ses pupilles dilatées par l'adrénaline. L'accident avait fait glisser la cage sur le plancher de la camionnette,
la rapprochant dangereusement de la porte arrière. « Il faut vérifier que tout va bien », dit Thomas, déjà en train de détacher sa ceinture. Marie acquiesça mécaniquement, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Ce n'était pas un simple hasard. C'était une intervention du destin, une ouverture dans le cours apparemment inéluctable des événements. Ils sortirent tous deux de la camionnette, frappés par l'air froid de la montagne. Thomas se dirigea vers l'avant du véhicule pour vérifier d'éventuels dégâts, tandis que Marie s'approchait lentement de l'arrière, prétendant examiner la porte. Son cœur battait la chamade. Ce qu'elle envisageait était de la folie. Une carrière ruinée, des poursuites potentielles. Mais quand elle regarda à travers la vitre et vit Léo, acculé contre les barreaux, elle sut qu'elle ne pouvait pas continuer comme prévu. « Thomas !» appela-t-elle, sa voix trahissant une urgence qui n'était pas feinte. « Je crois que la cage a bougé. Il pourrait se blesser si on continue comme ça. » Son collègue la rejoignit, fronçant les sourcils devant la cage qui avait effectivement glissé. « On devrait la réajuster avant de reprendre la route, » suggéra-t-il. Marie hocha la tête, ouvrant déjà la porte arrière. « Je vais avoir besoin de ton aide. Va me chercher les gants épais dans la boîte à outils, s'il te plaît. » Thomas hésita un instant, semblant percevoir quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Marie, mais finit par acquiescer et se dirigea vers l'avant de la camionnette. C'était sa chance. Seule avec Léo, Marie se pencha vers la cage. « Je ne peux pas te laisser mourir, » murmura-t-elle. « Pas comme ça, pas pour ces raisons. » D'une main tremblante, elle atteignit le loquet de la cage. Un geste simple, irréversible. Le mécanisme céda avec un clic qui lui sembla aussi fort qu'un coup de feu dans le silence de la forêt. « Marie ?» La voix de Thomas venait de l'avant du véhicule. « Je ne trouve pas les gants. »« Regarde dans mon sac !» cria-t-elle en retour, sachant pertinemment qu'il n'y était pas non plus. Puis, se tournant vers la cage, elle murmura « C'est maintenant ou jamais, Léo, sois libre. » Elle ouvrit légèrement la porte de la cage, juste assez pour qu'un animal agile comme un lynx puisse se faufiler. Puis elle recula, le cœur battant si fort qu'elle craignait que Thomas puisse l'entendre. Léo ne bougea pas immédiatement. Méfiant, il observait cette ouverture inattendue, ces barreaux qui soudain ne le retenaient plus. Ses narines frémissaient, captant les odeurs de liberté qui s'infiltraient dans sa prison mobile. « Allez !» chuchota Marie avec urgence. « Sauve-toi !» Comme s'il avait compris, Léo s'avança lentement vers l'ouverture. Un pas, puis un autre. Ses moustaches tressaillaient, ses oreilles pivotaient dans toutes les directions. Puis, en un éclair de fourrure tachetée, il bondit hors de la cage, atterrissant silencieusement sur le sol forestier. Marie retint son souffle. Léo se tenait là, immobile, à moins de 2 mètres d'elle. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, l'humaine et le prédateur, liés par un acte de désobéissance et de liberté. « Marie, je ne les trouve pas. » La voix de Thomas était plus proche maintenant. Comme réveillé par ce cri, Léo tourna la tête vers la forêt dense qui bordait la route. En 3 bonds puissants, il disparut dans les sous-bois, avalé par l'ombre des pins centenaires. Marie ferma la cage vide, juste au moment où Thomas réapparaissait, les mains vides et l'air confus. « Je crois qu'on les a oubliés au centre », dit-elle, espérant que la panique dans sa voix passerait pour de la frustration. « Mais j'ai réussi à stabiliser la cage. On peut repartir. » Thomas jeta un coup d'œil à la cage, puis à Marie, une expression indéchiffrable sur le visage. Avait-il deviné? Pouvait-il lire la vérité sur ses traits? « D'accord, » dit-il finalement. « On n'est plus très loin de toute façon. » Ils remontèrent dans la camionnette en silence. Marie démarra, les mains tremblantes sur le volant, l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Qu'arriverait-il quand ils atteindraient le centre avec une cage vide? Comment expliquerait-elle la disparition d'un prédateur dangereux? Sa carrière, sa réputation, sa liberté même étaient désormais en jeu.
Mais tandis que la camionnette reprenait sa route vers la vallée, Marie jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Cette fois, ce n'étaient pas des yeux ambrés qui lui renvoyaient son regard, mais l'image de son propre visage, le visage d'une femme qui venait de tracer une nouvelle ligne entre ce qui était juste et ce qui était légal. Et quelque part dans les bois, Léo courait, libre mais marqué à jamais par sa rencontre avec les humains. Ce n'était que le début d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Le centre de recherche sur la faune sauvage de Bridgerton émergea de la brume matinale comme une forteresse moderne. Ces bâtiments de béton et de verre, conçus pour se fondre dans le paysage montagneux, abritaient certains des meilleurs spécialistes de la faune sauvage du pays. En temps normal, Marie aurait ressenti de la fierté en franchissant ces portes. Aujourd'hui, chaque mètre qui la rapprochait du centre augmentait son angoisse. « Tu es bien silencieuse », remarqua Thomas en lui jetant un regard en coin. « Tout va bien ?» Marie serra les dents, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juste fatiguée. Cette mission a été éprouvante. » Ce n'était pas un mensonge. Les 3 semaines passées à étudier Léo, à documenter son comportement tout en sachant ce qui l'attendait, avaient drainé ses forces morales. Mais ce qui la tourmentait maintenant était bien plus grave qu'une simple fatigue. La camionnette s'arrêta devant le portail de sécurité. Un garde s'approcha, reconnut les visages familiers et les salua d'un signe de tête avant d'ouvrir la barrière. Marie sentit une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. Dans quelques minutes, tout serait découvert. « Je vais prévenir le docteur Moreau que nous sommes arrivés », dit Thomas en sortant son téléphone. « Il voudra certainement commencer les procédures immédiatement. » Le docteur Philippe Moreau, directeur du programme de gestion des prédateurs problématiques, était connu pour son efficacité implacable. Un homme de science qui ne laissait jamais les émotions interférer avec ce qu'il considérait comme nécessaire pour l'équilibre écologique et la sécurité humaine. Marie l'admirait autrefois. Aujourd'hui, elle redoutait son jugement. La camionnette se gara devant l'entrée du bâtiment principal. Thomas descendit immédiatement, se dirigeant vers les portes automatiques sans attendre Marie. Elle resta un instant immobile, ses mains toujours agrippées au volant, son esprit cherchant désespérément une explication, une excuse, n'importe quoi, qui pourrait justifier la disparition de Léo. Finalement, elle sortit du véhicule, ses jambes tremblantes la portant comme par automatisme vers l'entrée. Dans le hall, plusieurs collègues s'affairaient déjà, préparant la salle d'examen où Léo devait être étudié une dernière fois avant son euthanasie. « Ah, Marie !» La voix du docteur Moreau résonna dans le hall. Grand, avec des cheveux poivre et sel coupés courts et des lunettes rectangulaires, il s'avançait vers elle d'un pas décidé. « Thomas m'a dit que vous aviez eu un petit incident sur la route. »« Rien de grave, » répondit-elle, la gorge sèche. « Un cerf a traversé et j'ai dû freiner brusquement. » Le docteur Moreau hocha la tête, son regard analytique étudiant le visage de Marie. « L'important est que vous soyez arrivé sans dommage. L'équipe est prête pour le spécimen 47. Nous allons procéder selon le protocole standard. » Il se dirigea vers l'arrière de la camionnette, suivi par 2 assistants en blouse blanche. Marie sentit son cœur s'arrêter. Le moment était venu. « Docteur Moreau, » commença-t-elle, cherchant à gagner du temps. « Je pense que nous devrions reconsidérer le cas de ce lynx. Mes observations suggèrent qu'il pourrait être réhabilité et... » « Nous en avons déjà discuté, Marie, » l'interrompit-il sans se retourner. « La décision a été prise par le comité. Ce spécimen a démontré un comportement de prédation ciblée sur le bétail. La réhabilitation serait risquée et coûteuse, avec un faible taux de réussite. » Il ouvrit la porte arrière de la camionnette. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. « Où est l'animal » La voix du docteur Moreau était dangereusement calme. Marie sentit tous les regards se tourner vers elle. Thomas, qui revenait avec une tablette pour enregistrer les données,
s'arrêta net, les yeux écarquillés. Il a dû s'échapper, balbutia Marie, sachant à quel point cette explication était faible. Lors de l'incident avec le cerf, la cage a dû s'ouvrir. Le docteur Moreau se tourna lentement vers elle, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère froide. « Marie Dupont, êtes-vous en train de me dire qu'un prédateur classé comme dangereux est actuellement en liberté dans la nature à cause de votre négligence ?» Chaque mot était comme un coup de poignard. Marie aurait préféré qu'il crie, qu'il s'emporte. Cette froideur était bien pire. « Je suis désolé », fut tout ce qu'elle put dire. « Désolé », répéta-t-il. « Vous réalisez ce que cela signifie? Les implications légales pour le centre? La menace pour le bétail local, peut-être même pour les humains ?» Thomas s'avança, l'air confus. « J'étais avec elle tout le temps. Je n'ai pas vu la cage s'ouvrir. » Marie évita son regard. Thomas n'était pas stupide. Il commençait à comprendre. « Nous allons devoir lancer une opération de recherche immédiatement, » décréta le docteur Moreau. « Et vous, Marie, vous êtes suspendue jusqu'à nouvel ordre. Remettez votre badge et attendez dans mon bureau. Le conseil d'administration sera informé dans l'heure. » Le monde semblait s'effondrer autour d'elle. 6 ans de carrière, des centaines d'animaux sauvés, tout cela balayé en un instant par un acte de désobéissance. Pourtant, au milieu de ce chaos, une petite voix dans sa tête lui disait qu'elle avait fait ce qui était juste. Pendant que l'alarme du centre retentissait, mobilisant le personnel pour l'opération de recherche d'urgence, Marie se retrouva seule dans le bureau austère du docteur Moreau. Par la fenêtre, elle pouvait voir les véhicules qui s'élançaient déjà sur la route, transportant des équipes de capture équipées de fusils tranquillisants et de dispositifs de traçage. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Qu'as-tu fait, Marie? Pourquoi ?» Elle ne répondit pas. Comment expliquer ce qui était inexplicable? Comment faire comprendre à quelqu'un qui n'avait pas vu ce regard, qui n'avait pas ressenti cette connexion? Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Léo courait toujours. Ses pattes puissantes le propulsaient à travers la forêt dense, ses instincts sauvages reprenant rapidement le dessus après des semaines de captivité. Chaque sens en alerte, il s'éloignait du danger, guidé par une carte mentale que seuls les félins sauvages semblent posséder. La liberté avait un goût sucré, mêlé à l'amertume de la méfiance. Les humains l'avaient capturé une fois. Ils pourraient le faire à nouveau. Mais pour l'instant, il était redevenu ce qu'il était né pour être. Un fantôme tacheté glissant entre les ombres de la forêt. La nuit tomba sur les montagnes, enveloppant le monde dans un silence ponctué seulement par les sons de la nature. Marie était toujours dans le bureau du docteur Moreau, mais plus en tant que prisonnière. Après des heures d'interrogatoire, elle avait finalement avoué la vérité. Elle avait délibérément libéré Léo, convaincue que la sentence était injuste. Le docteur Moreau l'avait écouté sans l'interrompre, son visage trahissant à la fois déception et une certaine forme de compassion. « Vous comprenez que je ne peux pas ignorer cela », avait-il dit finalement. « Vous avez violé tous nos protocoles, mis en danger des vies potentielles. »« Je sais », avait répondu Marie, une résignation calme remplaçant la panique initiale. « Je suis prête à assumer les conséquences. » « Les équipes de recherche n'ont rien trouvé, » continua le docteur Moreau. « Ce lynx pourrait être n'importe où maintenant. S'il attaque à nouveau, il ne le fera pas, » affirma Marie avec une conviction qui la surprit elle-même. Léo, je veux dire, le spécimen 47, n'est pas un mangeur d'hommes. Les attaques sur le bétail étaient des opportunités, pas une habitude établie. Dans la nature, avec suffisamment de proies sauvages. C'est une théorie que nous ne pouvons pas tester maintenant, n'est-ce pas? Coupa le docteur Moreau. Votre badge, s'il vous plaît. Marie détacha lentement la carte d'identification qui la définissait professionnellement depuis des années et la déposa sur le bureau. Un geste simple qui symbolisait la fin d'une carrière,
d'une vocation. Le conseil décidera de votre sort demain, conclut le docteur Moreau. En attendant, vous n'êtes plus autorisé à accéder aux installations du centre. Marie hocha la tête, se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je ne regrette pas », dit-elle simplement, « pas pour une seconde. » Le docteur Moreau la regarda longuement, puis soupira. « Je sais, Marie, c'est bien ce qui m'inquiète. » La nuit était fraîche lorsqu'elle quitta le centre, son sac à l'épaule contenant les quelques effets personnels qu'elle avait pu récupérer de son bureau. Sans voiture, la camionnette appartenant au centre, elle commença à marcher le long de la route qui menait à la petite ville de Jackson, à une quinzaine de kilomètres de là. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel sans nuages, indifférentes au drame qui se jouait en contrebas. Marie marchait d'un pas régulier, épuisée mais étrangement en paix. Elle avait agi selon sa conscience. Quoi qu'il arrive maintenant, elle pourrait vivre avec elle-même. Quelque part dans la forêt qui bordait la route, invisible dans l'obscurité, une paire d'yeux ambrés suivait sa silhouette solitaire. Léo, poussé par une curiosité que même ses instincts ne pouvaient expliquer, observait cette humaine qui sentait différemment des autres, cette humaine qui avait ouvert la porte de sa cage. L'aube teintait à peine le ciel lorsque Marie atteignit les abords de Jackson. La petite ville touristique, habituellement animée par les visiteurs du parc national, dormait encore. Ses pas résonnaient sur les trottoirs déserts tandis qu'elle se dirigeait vers le seul endroit où elle pourrait trouver refuge, l'appartement de sa vieille amie Claire, vétérinaire indépendante qui avait toujours désapprouvé les méthodes parfois trop cliniques du centre de recherche. Épuisée par sa longue marche nocturne et les émotions de la journée précédente, Marie s'effondra sur le canapé dès que Claire lui ouvrit la porte. « Mon Dieu, Marie, tu as l'air terrible !» s'exclama Claire, ses cheveux roux en bataille et ses yeux encore gonflés de sommeil. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai libéré un lynx, » répondit simplement Marie. « J'ai tout perdu. » Pendant que Claire préparait un café fort, Marie lui raconta tout. Léo, les attaques de bétail, la décision d'euthanasie, son geste impulsif sur la route et ses conséquences catastrophiques. Claire l'écouta sans l'interrompre, son visage expressif passant de la surprise à l'inquiétude, puis finalement à une forme de respect silencieux. « Tu réalises que c'est probablement la fin de ta carrière dans la recherche officielle ?» demanda-t-elle finalement, poussant une tasse fumante vers son amie. Marie hocha la tête, les yeux fixés sur le liquide noir. « Je savais ce que je risquais, mais si c'était à refaire... » « Tu ferais exactement la même chose, » termina Claire avec un petit sourire. « Je te connais, Marie Dupont. Tu as toujours suivi ton cœur, même quand ta tête te hurlait de faire attention. » Dehors, le soleil se levait complètement maintenant, illuminant les montagnes majestueuses qui encadraient la vallée. Quelque part dans ces vastes étendues sauvages, Léo découvrait sa nouvelle liberté. Le lynx avait voyagé toute la nuit, poussé par un instinct ancestral qui lui commandait de s'éloigner de toute présence humaine. Ses pattes, habituées aux surfaces artificielles de sa cage, s'étaient rapidement réadaptées au terrain naturel, sautant de rocher en rocher, se faufilant sous les buissons épineux avec une agilité retrouvée. À l'aube, il trouva un petit ruisseau et s'arrêta pour boire, son reflet tacheté tremblant dans l'eau claire. Puis, sentant la fatigue le gagner, il chercha un abri. Une anfractuosité dans une paroi rocheuse, protégée par des broussailles denses, offrait exactement ce dont il avait besoin. Obscurité, protection et une vue dégagée sur les environs. Léo se roula en boule, son corps épuisé par cette nuit de liberté intense. Mais avant de fermer les yeux, il leva la tête, humant l'air. Quelque chose avait changé en lui. Les semaines de captivité avaient altéré sa perception du monde. Il portait désormais en lui l'empreinte des humains, leur odeur, leur son, leur présence.
Et parmi ces souvenirs, un en particulier persistait, celui de la femme aux yeux verts qui avait ouvert sa cage. À Jackson, la nouvelle de l'évasion d'un lynx dangereux se répandait comme une traînée de poudre. La petite communauté montagnarde, habituée à cohabiter avec la faune sauvage mais toujours méfiante envers les prédateurs, réagissait avec un mélange de crainte et de fascination. Les médias locaux amplifiaient le phénomène, parlant d'un lynx tueur en liberté et d'une biologiste renégate qui avait mis la population en danger. « C'est ridicule », grommela Claire en éteignant la petite télévision de sa cuisine. « Il parle comme si tu avais libéré un tigre mangeur d'hommes. » Marie, assise à la table, feuilletait distraitement une pile de courriers que Claire avait reçus. « Ils ont besoin d'un coupable, je comprends. »« Eh bien, pas moi, » répliqua Claire avec fougue. « Ces gens ne comprennent rien à l'écologie des prédateurs. Un lynx évite naturellement les humains. Les attaques sur le bétail étaient probablement situationnelles, pas comportementales. » Marie sourit faiblement. Claire avait toujours été sa voix de la raison, celle qui disait tout haut ce que Marie pensait tout bas. Leur amitié remontait à l'université, où elles avaient partagé la même passion pour la faune sauvage, avant que leur chemin professionnel ne diverge. Claire choisissant l'indépendance d'une pratique privée, Marie la structure d'un institut de recherche. « J'ai reçu un appel du docteur Moreau, » dit Marie, changeant brusquement de sujet. « Le conseil a voté ma révocation définitive. » Claire s'assit en face d'elle, serrant sa main en signe de soutien. « Je suis désolée, Marie. »« Il y a autre chose, » continua Marie, sa voix se brisant légèrement. « Ils ont intensifié les recherches. Des équipes de traqueurs professionnels ont été engagées. S'ils retrouvent Léo... » Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Elles savaient toutes deux ce qui arriverait. Le téléphone de Claire sonna, interrompant ce moment sombre. Elle répondit, écoutant attentivement avant de raccrocher, l'air préoccupé. « C'était Jake, le ranger du parc, » expliqua-t-elle. « Il a reçu des rapports concernant un lynx aperçu près de la réserve des Trois-Vallées. Apparemment, l'animal semblait affaibli. » Marie se redressa immédiatement. « C'est à combien d'ici ?»« Environ 30 kilomètres au nord. Mais Marie, tu ne peux pas y aller. Si on te voit... » Mais Marie avait déjà pris sa décision. « Je dois m'assurer que c'est lui, Claire. Je dois savoir s'il va bien. » Claire la fixa un long moment, puis soupira profondément. « Je suppose que je ne peux pas t'en empêcher, mais tu n'iras pas seule. Je viens avec toi. » 1 heure plus tard, elle roulait dans le vieux pick-up de Claire, s'éloignant de Jackson par des routes secondaires pour éviter d'être repérée. Marie scrutait anxieusement le paysage, cherchant le moindre signe de Léo. La réserve des Trois-Vallées était un territoire protégé, mais peu surveillé, idéal pour un prédateur cherchant à se faire discret. « Là !» s'écria soudain Marie, pointant vers une clairière. « Arrête-toi !» Claire freina brusquement. À une centaine de mètres, une forme tachetée se déplaçait furtivement entre les arbres. Même à cette distance, Marie reconnut immédiatement la démarche caractéristique de Léo, cette façon unique qu'il avait de poser sa patte avant droite avec une légère hésitation, séquelle d'une ancienne blessure documentée dans son dossier. « C'est lui !» murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Il est vivant. » Mais quelque chose n'allait pas. Léo se déplaçait avec difficulté, s'arrêtant fréquemment comme pour reprendre des forces. Même de loin, elle pouvait voir qu'il boitait sévèrement. « Il est blessé ?» constata Claire, son œil professionnel détectant immédiatement les signes. « Ça pourrait être n'importe quoi, une chute, une bagarre avec un autre prédateur. » « Ou un piège », compléta Marie, la gorge serrée. Les ranchers de la région ont dû entendre parler de sa fuite. Certains n'hésiteraient pas à prendre les choses en main. Sans attendre de réponse, Marie sortit du véhicule et commença à avancer prudemment vers la clairière. Claire la suivit,
emportant son kit vétérinaire d'urgence qu'elle gardait toujours dans son pick-up. Léo les repéra immédiatement. Ses oreilles se dressèrent, son corps se figea dans une posture d'alerte. Pendant un instant terrible, Marie crut qu'il allait s'enfuir, disparaissant à jamais dans la forêt dense. Mais au lieu de cela, il s'assit, comme épuisé par sa blessure et incapable de continuer sa fuite. « Il ne peut pas courir », murmura Claire. « Ça nous donne une chance de l'examiner. » Marie s'avança lentement, parlant doucement en français, sa langue maternelle qu'elle utilisait souvent avec les animaux dont elle s'occupait. « C'est moi, Léo. Tu te souviens de moi? Je ne vais pas te faire de mal. Jamais. » À sa grande surprise, Léo ne montra aucun signe d'agressivité. Il resta immobile, ses yeux ambrés fixés sur elle avec une intensité troublante. Était-ce de la reconnaissance, de la méfiance, ou simplement la résignation d'un animal trop affaibli pour combattre? Quand elles furent assez proches, la nature de la blessure devint évidente. Un fil métallique était profondément enfoncé dans la patte arrière de Léo, un collet, le type de piège illégal, mais encore utilisé par certains pour capturer les prédateurs. « Ces salauds !» siffla Claire entre ses dents. « Ce type de piège est interdit depuis des années. » Marie sentit la colère monter en elle, mais la repoussa. Ce n'était pas le moment pour les émotions. Léo avait besoin d'aide, maintenant. « On peut lui retirer ça ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à une distance prudente du félin blessé. Claire évalua la situation avec son expérience de vétérinaire. « Oui, mais il faudra le sédater. Je ne peux pas travailler sur lui conscient, aussi faible soit-il. » Elle prépara rapidement une fléchette tranquillisante, dosant soigneusement le produit pour un animal affaibli. « Parle-lui, » dit-elle à Marie. « Garde son attention pendant que je me positionne. » Marie continua son monologue apaisant, maintenant le contact visuel avec Léo. Le lynx la regardait toujours, comme s'il essayait de décider si elle représentait un danger ou un salut. « Je sais que tu as peur, » murmura Marie. « Je sais que les humains t'ont fait du mal. Mais nous sommes différentes, Léo. Nous voulons t'aider. » Avec une précision née de l'expérience, Claire tira la fléchette qui se logea parfaitement dans l'épaule musclée du lynx. Léo sursauta mais ne tenta pas de fuir. Quelques minutes plus tard, ses paupières commencèrent à s'alourdir et il s'affaissa doucement sur le sol. « Vite !» dit Claire, s'approchant rapidement avec son kit. L'anesthésique ne durera pas longtemps. Les mains expertes de Claire travaillaient avec une précision chirurgicale, dégageant méticuleusement le fil métallique qui s'était enfoncé dans la chair de Léo. Marie l'assistait, maintenant les instruments stériles et épongeant délicatement le sang qui s'écoulait de la plaie. « Ce piège a été posé récemment, » observa Claire, son front plissé par la concentration. « Le fil est encore brillant, pas de rouille. Et regarde ce nœud spécifique, c'est la signature des frères Dawson. Les éleveurs de moutons. » Marie connaissait cette famille de réputation. Leur méthode controversée de gestion des prédateurs avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements au centre de recherche. Exactement. Ils ont perdu un troupeau entier l'hiver dernier à cause d'une meute de loups. Depuis, ils sont devenus paranoïaques avec tous les prédateurs. Un grognement sourd s'échappa de la gorge de Léo, bien que toujours inconscient. L'anesthésique commençait à s'estomper. « Il nous reste combien de temps ?» demanda Marie, inquiète. « 5 minutes, peut-être moins, » répondit Claire sans lever les yeux de son travail. « Passe-moi les antibiotiques et les bandages. » Avec des gestes rapides mais précis, Claire finit d'extraire le fil métallique, nettoya la plaie, y injecta une dose généreuse d'antibiotiques et appliqua un bandage temporaire. Tout le processus avait pris moins de 20 minutes, mais pour Marie, chaque seconde semblait une éternité, consciente que Léo pouvait se réveiller à tout moment. « C'est fait », annonça finalement Claire, se redressant avec un soupir de soulagement. « La blessure n'est pas aussi grave que je le craignais. Le fil a entaillé les muscles mais n'a pas touché de tendons ou d'artères majeures.
Il pourra remarcher normalement? Avec du repos et sans infection, oui. Mais c'est là le problème. Il a besoin de soins pendant au moins 2 semaines. Dans la nature, avec cette blessure, elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Un prédateur blessé était un prédateur vulnérable. Sans sa vitesse et son agilité, Léo ne pourrait ni chasser efficacement, ni échapper à d'autres dangers. On doit l'emmener quelque part, décida Marie. Un endroit où il pourra récupérer en sécurité. Claire la regarda comme si elle avait perdu l'esprit. Et où ça? Pas au centre, évidemment. Pas chez moi en pleine ville. Et ton appartement est probablement surveillé. Marie réfléchit intensément, caressant distraitement le pelage tacheté de Léo. Le lynx commençait à remuer légèrement, ses paupières frémissant. « Le vieux chalet de mon oncle, dit-elle soudain, dans la réserve de Medicine Bow, c'est isolé, rarement visité depuis son décès. J'y ai encore accès. » Claire hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher, mais comment l'y transporter? On ne peut pas simplement mettre un lynx à l'arrière du pick-up, même sédaté. Marie fouilla frénétiquement dans son sac, en sortant finalement une clé. La cabane à outils au bout de la clairière. Mon oncle y gardait une vieille cage de transport pour les animaux blessés qu'il trouvait. Elle devrait être assez grande pour Léo. « Dépêche-toi » pressa Claire, observant les signes vitaux du félin. « Il va se réveiller dans moins de 3 minutes. » Marie courut jusqu'à la petite cabane de bois délabrée, priant pour que la cage s'y trouve encore. À son grand soulagement, elle était là, poussiéreuse mais intacte. Elle la traîna jusqu'à Léo, consciente que chaque seconde comptait désormais. Ensemble, elles soulevèrent délicatement le lynx et le placèrent dans la cage, veillant à ne pas aggraver sa blessure. À peine avait-elle verrouillé la porte que Léo ouvrit complètement les yeux, momentanément désorienté par les effets persistants de l'anesthésique. « Il faut partir », dit Claire, scrutant nerveusement les environs. « Si quelqu'un nous voit… » Elles chargèrent la cage à l'arrière du pick-up, la recouvrant d'une bâche pour la dissimuler aux regards curieux. Marie monta côté passager, son cœur battant encore la chamade après cette intervention improvisée. « Tu réalises que nous venons de franchir une nouvelle ligne ?» demanda Claire en démarrant le véhicule. « Soigner un animal blessé en secret, c'est une chose. Le transporter illégalement en est une autre. » Marie regarda par-dessus son épaule vers la cage où Léo commençait à reprendre pleinement conscience. « Je sais, mais avions-nous vraiment le choix ?» Le trajet jusqu'au chalet de Medicine Bow prit près de 2 heures, principalement sur des routes forestières peu fréquentées. À chaque carrefour, à chaque voiture croisée, Marie sentait son anxiété monter. Que se passerait-il si elles étaient arrêtées? Comment expliquerait-elle la présence d'un lynx recherché à l'arrière de leur véhicule? Léo, quant à lui, resta remarquablement calme pendant le voyage. Contrairement à sa panique lors de son premier transport, il semblait presque résigné, comme s'il comprenait que cette cage-ci était différente de la précédente. Le chalet apparut finalement au détour d'un virage, niché entre les pins majestueux. C'était une construction modeste mais solide, bâtie par l'oncle de Marie 30 ans auparavant. Isolé, sans voisins à plusieurs kilomètres à la ronde, c'était l'endroit parfait pour une convalescence clandestine. « Aide-moi à le rentrer », dit Marie en descendant du véhicule. « Il y a une petite pièce à l'arrière qui servait de remise. On peut l'aménager pour lui. » Elles transportèrent la cage à l'intérieur, aménageant rapidement un espace confortable avec de vieilles couvertures. Une fois installée, Claire procéda à un examen plus approfondi de la blessure de Léo. « Il va avoir besoin d'antibiotiques pendant au moins 10 jours, expliqua-t-elle. Et des analgésiques aussi. Je peux te laisser ce qu'il me reste dans ma trousse, mais il faudra que j'en rapporte plus de la clinique. » Marie hocha la tête, déjà préoccupée par les défis logistiques qui les attendaient. Comment nourrir Léo? Comment lui administrer ses médicaments sans risquer d'être blessé? Et surtout, combien de temps pourrait-elle garder sa présence secrète? Je dois retourner à Jackson ce soir.
poursuivit Claire. J'ai des patients demain matin, mais je reviendrai dès que possible avec plus de fournitures. Marie acquiesça, reconnaissante mais aussi anxieuse à l'idée de rester seule avec Léo. Merci Claire, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Son ami lui serra l'épaule avec affection. Tu aurais probablement fait quelque chose d'encore plus fou. C'est ta nature, Marie Dupont. Tu as toujours eu un faible pour les causes perdues. Après le départ de Claire, Marie s'assit près de la cage de Léo, observant le félin qui la fixait avec une intensité troublante. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par une vieille lampe à pétrole qui projetait des ombres dansantes sur les murs. « On dirait que c'est toi et moi maintenant, » murmura-t-elle, « deux fugitifs en cavale. » Léo cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait parfaitement sa situation. Sa posture n'était pas agressive, malgré la douleur qu'il devait ressentir. Il semblait attentif. Marie sortit un carnet de son sac et commença à noter ses observations. C'était une habitude professionnelle profondément ancrée. Documenter, analyser, comprendre. Même dans ces circonstances extraordinaires, son instinct de biologiste prenait le dessus. Sujet: lynx roux mâle, environ 3 ans, 25 kilos, écrivit-elle. Jour 1, post-blessure. Patient calme malgré trauma et captivité. Comportement inhabituel. Absence d'agressivité défensive typique. Hypothèse: adaptation à la présence humaine plus profonde que prévu. La nuit tomba complètement, enveloppant le chalet dans un silence uniquement rompu par le ululement occasionnel d'une chouette et le craquement du bois dans le vieux poêle. Marie prépara un lit de fortune sur le canapé défoncé du salon, gardant la porte de la remise entr'ouverte pour surveiller Léo. Vers minuit, alors qu'elle commençait à s'assoupir, un bruit la fit sursauter, un gémissement plaintif venant de la cage. Elle se précipita dans la remise, craignant que la blessure de Léo ne se soit aggravée. Le lynx était couché sur le côté, sa respiration légèrement plus rapide qu'à l'accoutumée. Marie vérifia le bandage, pas de saignement visible. Mais la posture de Léo indiquait clairement un inconfort. « Tu as mal, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Les analgésiques commencent à s'estomper. » Claire lui avait laissé des instructions précises pour l'administration des médicaments, mais Marie hésitait. Approcher un prédateur souffrant, même en cage, comportait des risques évidents. Pourtant, en regardant Léo, elle ne voyait pas de menace dans ses yeux, seulement de la douleur et peut-être, osait-elle l'imaginer, une forme de confiance. « Je vais t'aider », décida-t-elle. « Mais tu dois me faire confiance, d'accord ?» Avec des gestes délibérément lents, elle prépara une seringue avec la dose d'analgésique prescrite par Claire. Puis, prenant une profonde inspiration, elle approcha la cage. « Je vais devoir ouvrir la porte juste un peu », expliqua-t-elle, sachant pertinemment que Léo ne comprenait pas ses mots, mais espérant que son ton apaisant transmettrait ses intentions. Le loquet fit un bruit métallique qui résonna dans la pièce silencieuse. Marie entr'ouvrit la porte de la cage, juste assez pour y glisser son bras avec la seringue. Léo se redressa légèrement, ses muscles se tendant sous son pelage tacheté. C'était le moment critique. Un mouvement brusque de l'animal, une réaction de douleur ou de peur, et Marie risquait une morsure ou une griffure, des blessures potentiellement graves dans ces circonstances isolées, sans secours médical à proximité. Marie retint son souffle, son bras à moitié engagé dans l'ouverture de la cage. C'était un moment de vérité absolue entre elle et le prédateur sauvage. Dans le monde naturel, ce genre de proximité entre humain et lynx serait inconcevable, une violation des lois fondamentales qui régissent la coexistence des espèces. Léo la fixait sans ciller, ses pupilles dilatées dans la pénombre. Puis, contre toute attente, il baissa légèrement la tête et resta immobile, comme s'il comprenait ce qui se passait. « C'est ça », murmura Marie, avançant délicatement la seringue.
Je sais que ça fait mal, mais ça va te soulager. » Avec une précision née de l'expérience, elle injecta l'analgésique dans le muscle de l'épaule, loin de la zone blessée. Léo tressaillit à peine, son regard toujours fixé sur elle avec cette étrange intensité. « Voilà, c'est fini », souffla-t-elle en retirant doucement son bras et en refermant la cage. Ce n'est qu'une fois la porte solidement verrouillée que Marie réalisa qu'elle avait retenu sa respiration tout ce temps. L'adrénaline se dissipait maintenant, laissant place à un mélange d'étonnement et de soulagement. Ce qui venait de se passer défiait toute logique professionnelle. Un lynx sauvage n'aurait jamais dû se montrer aussi docile, aussi confiant. « Tu es vraiment extraordinaire, tu sais », dit-elle à Léo, qui s'était recouché, la tête posée sur ses pattes avant, ses yeux commençant déjà à s'alourdir sous l'effet du médicament. Marie resta près de la cage jusqu'à ce que Léo s'endorme complètement, notant chaque détail de cet échange improbable dans son carnet. Ce n'était plus seulement une documentation scientifique, mais aussi le témoignage d'une connexion qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre totalement. Les jours suivants établirent une routine étrange, mais fonctionnelle. Chaque matin, Marie changeait le bandage de Léo, lui administrait ses médicaments et nettoyait sa cage. Initialement nerveuse à l'idée d'ouvrir la porte, elle fut stupéfaite de constater que le lynx restait systématiquement calme pendant ses interventions, comme s'il avait compris qu'elle essayait de l'aider. Pour le nourrir, Marie avait improvisé. N'ayant pas accès à la viande fraîche que mangerait normalement un lynx dans la nature, elle utilisait les conserves que son oncle gardait pour ses chiens de chasse, complétées par du poisson qu'elle pêchait dans le ruisseau voisin. Le 3e jour, Claire revint comme promis, chargée de fournitures médicales et de nouvelles pas particulièrement rassurantes. La chasse au lynx s'intensifie, annonça-t-elle en déposant son sac sur la table rustique du chalet. Le centre a engagé des traqueurs professionnels et les frères Dawson ont offert une récompense pour quiconque retrouverait la bête qui décime leur troupeau. Marie grimaça. Comme si un seul lynx pouvait décimer quoi que ce soit. Ils exagèrent délibérément. Bien sûr, acquiesça Claire, sortant des bandages stériles et de nouveaux médicaments. C'est plus facile de blâmer un prédateur que d'admettre leur propre négligence en matière de protection des troupeaux. Comment va notre patient ? Marie la conduisit à la remise où Léo, entendant des voix étrangères, s'était redressé en position d'alerte. « Incroyable », murmura Claire en observant la blessure partiellement cicatrisée. « La guérison progresse beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Ces félins ont vraiment une capacité de récupération extraordinaire. »« Ce n'est pas tout, » dit Marie avec un mélange de fierté et d'incrédulité. « Regarde ça. » Elle ouvrit la cage et, au grand étonnement de Claire, commença à changer le bandage de Léo sans que celui-ci ne montre le moindre signe d'agressivité. Il restait vigilant, certes, mais permettait à Marie de manipuler sa patte blessée avec une docilité déconcertante. « Je n'ai jamais vu ça », avoua Claire stupéfaite. Même les lynx élevés en captivité ne sont pas aussi coopératifs avec les soins médicaux. C'est comme s'ils comprenaient. Marie hocha la tête, caressant doucement le flanc de Léo avant de refermer la cage. « Je sais, j'ai documenté son comportement heure par heure. C'est fascinant, Claire. Il défie toutes nos connaissances sur la psychologie des félins sauvages. » Après avoir terminé l'examen médical, les deux femmes s'installèrent dans le salon exigu du chalet, partageant un thé improvisé dans des tasses ébréchées. « J'ai autre chose à te dire », commença Claire hésitante. « Thomas m'a contacté à la clinique. » Marie se raidit immédiatement. Thomas, son ancien collègue, le témoin de son acte de désobéissance. Que voulait-il ? Te parler apparemment. Il dit qu'il a des informations importantes, mais ne veut les partager qu'avec toi directement. C'est probablement un piège, répondit Marie, méfiante. Le centre l'utilise peut-être pour me localiser. Claire haussa les épaules. Peut-être.
Ou peut-être qu'il est sincèrement inquiet pour toi. Il a insisté sur le fait que c'était personnel, pas professionnel. Marie resta silencieuse, fixant le contenu de sa tasse comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Thomas avait toujours été correct avec elle, un collègue respectueux, sinon un ami proche. Mais les enjeux étaient trop élevés pour prendre des risques. « Je ne peux pas le rencontrer maintenant », décida-t-elle finalement. « Pas tant que Léo est ici, vulnérable. Dis-lui que je vais bien, mais que j'ai besoin de temps. » Claire acquiesça, comprenant les réticences de son ami. « Je lui transmettrai. Mais Marie, tu ne pourras pas rester cachée ici éternellement. À un moment donné, il faudra prendre une décision concernant l'avenir de Léo. Et le tien. » C'était une vérité que Marie avait délibérément évité de confronter. Que ferait-elle une fois Léo guéri? Le relâcher dans la nature, où il risquait d'être à nouveau piégé ou abattu? Le garder ici indéfiniment, ce qui serait cruel pour un animal sauvage conçu pour parcourir de vastes territoires? Et qu'en était-il de sa propre vie, de sa carrière brisée, de son avenir incertain? Après le départ de Claire, ces questions tournaient dans son esprit tandis qu'elle s'occupait de tâches quotidiennes, couper du bois pour le poêle, réparer une fenêtre cassée, nettoyer le plancher poussiéreux. Le travail physique l'aidait à canaliser son anxiété, à trouver un semblant d'équilibre dans ce monde chaotique qu'elle avait créé par son choix impulsif mais déterminant. Le soir venu, épuisée mais l'esprit toujours agité, Marie s'installa près de la cage de Léo avec son carnet. C'était devenu son rituel. Documenter les progrès du lynx, noter ses observations, théoriser sur son comportement atypique. Dans ces moments, elle retrouvait un peu de la scientifique qu'elle avait toujours été. « Ta cicatrisation est remarquable », dit-elle à Léo, qui la regardait avec ce qui ressemblait presque à de l'intérêt. « À ce rythme, tu pourrais remarcher normalement dans une semaine. Et ensuite, » sa voix se brisa légèrement. « Et ensuite quoi ?» La question restait suspendue entre eux, aussi tangible que l'air qu'il respirait. Comme s'il percevait son trouble, Léo émit un son étrange, pas tout à fait un ronronnement, mais quelque chose de plus doux que le grognement typique d'un lynx. Il s'approcha des barreaux, reniflant l'air dans sa direction. Sans réfléchir, Marie tendit sa main vers la cage. C'était imprudent, contraire à toutes les règles de sécurité qu'elle avait apprises. Mais dans cet instant de vulnérabilité partagée, les règles semblaient appartenir à un autre monde. Léo renifla ses doigts à travers les barreaux, ses moustaches frémissant légèrement. Puis, dans un geste qui coupa le souffle de Marie, il frotta brièvement sa tête contre sa main avant de reculer au fond de la cage. Ce contact, fugace mais délibéré, brouilla instantanément la ligne que Marie avait tenté de maintenir entre observation scientifique et attachement émotionnel. Ce n'était plus simplement un spécimen fascinant, c'était Léo, un individu avec sa propre personnalité, ses propres choix, et d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer rationnellement, il semblait avoir choisi de lui faire confiance. Cette nuit-là, Marie dormit peu, son esprit oscillant entre exaltation scientifique et préoccupation pratique. Elle était en train de documenter quelque chose d'extraordinaire, un niveau d'adaptation et de confiance interspécifique rarement observé chez les félins sauvages adultes. Mais cette découverte resterait probablement confinée aux pages de son carnet personnel, jamais publié, jamais reconnu. L'aube du 7e jour apporta une transformation spectaculaire. Marie, qui s'était endormie sur le vieux fauteuil près de la cage, fut réveillée par un bruit inhabituel, non pas le froissement discret auquel elle s'était habituée, mais un mouvement plus assuré, presque déterminé. Ouvrant les yeux, elle découvrit Léo debout dans sa cage, testant sa patte arrière avec une prudence calculée. « Tu te tiens debout », murmura-t-elle, l'émerveillement perceptible dans sa voix encore ensommeillée. Le lynx tourna la tête vers elle, ses yeux ambrés semblant refléter une conscience de son propre accomplissement.
Il fit quelques pas dans l'espace confiné de la cage, boitant légèrement mais sans manifester de douleur apparente. Marie se précipita vers son carnet, notant frénétiquement ses observations. Jour 7. Sujet capable de supporter son poids sur la patte blessée. Démarche asymétrique mais fonctionnelle. Aucun signe de douleur exprimé vocalement ou par le langage corporel. Elle s'interrompit, regardant Léo qui continuait ses explorations limitées. Ce développement, bien que positif, soulevait une question qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le temps de la réhabilitation touchait à sa fin. Bientôt, très bientôt, Léo serait physiquement capable de retourner à la vie sauvage. Cette perspective, qui aurait dû la réjouir en tant que biologiste dédiée à la conservation, provoquait en elle un sentiment complexe, presque contradictoire. Professionnellement, elle savait que la place d'un lynx était dans la nature. Personnellement, la pensée de ne plus voir ses yeux intelligents la fixant chaque matin lui serrait inexplicablement le cœur. Son téléphone vibra, interrompant ses réflexions. Un message de Claire. « Besoin de te parler. Urgent. Suis en route. » Marie fronça les sourcils. Claire n'était pas du genre à dramatiser les situations. Si elle jugeait quelque chose urgent, c'est que ça l'était vraiment. 1 heure plus tard, le pick-up familier se gara devant le chalet. Claire en sortit rapidement, son expression confirmant l'urgence de la situation avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Ils viennent par ici », annonça-t-elle sans préambule, dès que Marie lui ouvrit la porte. Les traqueurs. Ils ont trouvé des empreintes de lynx près de la rivière, à moins de 5 kilomètres d'ici. Marie sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible? Léo n'a pas quitté le chalet. Ce n'est probablement pas lui, répondit Claire, entrant et déposant son sac sur la table. Il y a d'autres lynx dans la région, mais ça ne fait aucune différence. Ils vont fouiller le secteur, chalet par chalet. C'est juste une question de temps avant qu'ils n'arrivent ici. Marie s'assit lourdement, l'ampleur de la menace la frappant de plein fouet. Combien de temps avons-nous? 2 jours, peut-être 3. Ils ont commencé par le versant nord de la vallée. Claire hésita, puis ajouta « Il y a autre chose. Thomas m'a coincé à la sortie de la clinique hier soir. Il était bizarre. » « Bizarre comment? »« Il m'a donné ça pour toi. » Claire sortit une clé USB de sa poche. « Il a dit que tu comprendrais quand tu verrais ce qu'elle contient. Et il a insisté sur le fait que personne d'autre ne devait être au courant. » Marie prit l'objet, le tournant entre ses doigts avec méfiance. Que pouvait bien contenir cette clé? Des preuves contre elle? Ou peut-être quelque chose qui pourrait l'aider? « Comment va notre patient miracle ?» demanda Claire, changeant de sujet tout en se dirigeant vers la remise. « Vois par toi-même » répondit Marie, la suivant. Léo, entendant leur voix, s'était positionné au centre de sa cage, droit sur ses 4 pattes. Claire s'arrêta net, stupéfaite par cette transformation. « C'est incroyable », murmura-t-elle, s'approchant pour mieux observer. La cicatrisation est presque complète. Je n'aurais jamais cru possible une récupération aussi rapide. Elle examina attentivement le lynx, notant mentalement chaque détail médical. Nous pourrions retirer les points de suture aujourd'hui. Et honnêtement, Marie, je pense qu'il pourrait être relâché dans un délai d'1 semaine. Ces mots, bien qu'attendus, tombèrent comme une sentence. 1 semaine. 7 jours avant que ce chapitre extraordinaire de sa vie ne se referme définitivement. Les traqueurs nous laissent-ils même ce délai? Demanda-t-elle amèrement. Claire secoua la tête. Probablement pas. Il faut envisager de le déplacer, Marie, ce n'est plus sûr ici. Après avoir retiré les points de suture de Léo, procédure qu'il endura avec une patience surréaliste, comme s'il comprenait sa nécessité, les 2 femmes s'installèrent dans le salon pour examiner leurs options, de plus en plus limitées. « On pourrait l'emmener plus au nord », suggéra Claire, « dans les zones reculées du parc national,
Moins de présence humaine, plus de proie naturelle. Marie acquiesça distraitement, son esprit partagé entre la planification pratique et une douleur émotionnelle qu'elle n'avait pas anticipée. Il faudra choisir le moment avec soin, et l'endroit exact, idéalement un territoire non revendiqué par d'autres prédateurs. La discussion technique se poursuivit, chacune contribuant par son expertise, Claire pour les aspects médicaux, Marie pour les considérations écologiques. Mais sous cette conversation rationnelle, couvait une réalité émotionnelle que ni l'une ni l'autre n'osait aborder directement. Léo était devenu bien plus qu'un simple cas de réhabilitation. Après le départ de Claire, promise de revenir le lendemain avec une carte détaillée des territoires de prédateurs connus dans la région, Marie se retrouva seule face à la clé USB. Curieuse et appréhensive à la fois, elle l'inséra dans son ordinateur portable vieillissant. Un seul fichier s'y trouvait, une vidéo datée du jour de la capture de Léo. Marie cliqua dessus, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. L'écran s'illumina, montrant une scène de surveillance forestière. La qualité n'était pas optimale, mais on distinguait clairement un groupe d'hommes déchargeant des carcasses de moutons à la lisière d'un bois. Marie reconnut immédiatement les frères Dawson, accompagnés de 2 employés de leur ranch. Ils répandent le sang sur ces rochers, commentait une voix off que Marie identifia comme celle de Thomas. C'est la 3e fois ce mois-ci. Ils créent délibérément des points d'attraction pour les prédateurs. La caméra zooma, montrant les hommes qui aspergeaient stratégiquement certaines zones avec du sang, créant un chemin olfactif qui menait droit vers leur propriété. « Mon Dieu !» souffla Marie, comprenant soudain. Ils ne protégeaient pas leur bétail. Ils attiraient délibérément les prédateurs pour pouvoir les éliminer légalement ensuite. La vidéo continuait, documentant méticuleusement cette pratique illégale sur plusieurs jours, puis vint une séquence plus personnelle, Thomas parlant directement à la caméra. « Marie, si tu vois ceci, c'est que j'ai décidé de te faire confiance. J'ai commencé à documenter les activités des Dawson bien avant l'incident du lynx. Je soupçonnais depuis longtemps qu'ils manipulaient les situations pour obtenir des permis d'abattage, mais je n'avais pas de preuves solides, jusqu'à maintenant. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. « Ce que tu as fait, libérer ce lynx, c'était techniquement répréhensible, mais peut-être moralement justifié, considérant ce que nous savons maintenant. J'ai hésité à partager ces informations avec Moreau ou les autorités. Les Dawson ont trop d'influence locale. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Contacte-moi quand tu seras prête. Nous pourrons peut-être corriger cette injustice ensemble. » La vidéo s'arrêta, laissant Marie dans un état de choc mêlé d'une étrange euphorie. Ces preuves pourraient changer toute la situation, non seulement pour Léo, mais pour tous les prédateurs de la région victimes de cette manipulation cynique. Elle se précipita vers la remise, poussée par un besoin irrépressible de partager cette découverte, aussi irrationnelle que cela puisse paraître. « Léo, dit-elle, s'agenouillant devant la cage, tu n'as jamais été le problème. Ce sont eux qui ont créé toute cette situation, et maintenant nous avons la preuve. » La nuit entière, Marie resta éveillée, rejouant la vidéo de Thomas, analysant chaque détail, chaque implication. L'aube la trouva toujours assise devant son ordinateur, les yeux rougis mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Une décision s'était cristallisée au fil des heures. Elle devait contacter Thomas. Ce n'était pas sans risque. Malgré les preuves qu'il avait partagées, une méfiance résiduelle persistait. Mais l'alternative, fuir indéfiniment, sans jamais rétablir la vérité, n'était plus acceptable. Pas maintenant qu'elle savait que Léo n'avait été qu'un pion dans un jeu cruel orchestré par les Dawson. Avec des doigts légèrement tremblants, elle composa le numéro de Thomas depuis le téléphone prépayé que Claire lui avait procuré. « Thomas Parker », répondit une voix tendue après 3 sonneries. « C'est moi », dit-elle simplement. Un silence lourd, puis « Marie, tu as vu la vidéo ?» Ce n'était pas une question, mais elle confirma tout de même.
Oui. Comment as-tu obtenu ces images? J'ai installé des caméras de surveillance pour un projet personnel de suivi des mouvements des loups. Je ne m'attendais pas à capturer ce genre d'activité humaine. Pourquoi ne pas avoir montré ces preuves immédiatement? Thomas soupira. Tu connais l'influence des Dawson dans la région. Leur famille possède la moitié de la vallée depuis 5 générations. J'avais besoin de rassembler plus de preuves, de construire un dossier solide avant de l'apporter aux autorités. Marie digéra cette information, évaluant sa sincérité. Et maintenant? Maintenant, nous avons un problème plus urgent. Les traqueurs engagés par le centre se rapprochent de ta position. Et ce n'est pas tout. Sa voix baissa. Les Dawson ont appris que quelqu'un possède des preuves contre eux. Je ne sais pas comment, mais ils sont nerveux, plus agressifs que d'habitude. « Comment sais-tu où je suis ?» demanda Marie, soudain sur ses gardes. « Claire n'a pas révélé ton emplacement exact, si c'est ce qui t'inquiète. Mais j'ai une bonne connaissance des propriétés isolées dans la région. Le chalet de ton oncle était une supposition éducative. » Marie regarda par la fenêtre, scrutant les bois comme si elle s'attendait à voir surgir des silhouettes menaçantes à tout moment. « Où en est le lynx ?» demanda Thomas avec une hésitation perceptible. Marie se tourna vers la remise, où Léo, éveillé maintenant, s'étirait dans sa cage avec une aisance presque normale. En voie de guérison complète, prêt à être relâché bientôt. « Bien, c'est bien. » Il semblait chercher ses mots. « Marie, je pense que nous pouvons utiliser cette situation à notre avantage. Les Dawson, le centre, le lynx, tout est connecté. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrions non seulement sauver ce lynx, mais aussi exposer un système de corruption qui affecte toute la gestion de la faune locale. » Marie sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, la première depuis sa fuite improvisée. « J'écoute. Pas au téléphone. Retrouve-moi ce soir, 20h, à l'ancien poste d'observation du parc national. Viens seul. Et Marie... » Il hésita à nouveau. « Fais attention. Les enjeux sont plus grands que tu ne l'imagines. » La communication se termina, laissant Marie dans un état d'incertitude renouvelée. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Thomas? Et que ferait-elle de Léo pendant son absence? Comme s'il sentait son trouble, le lynx émit un son doux depuis sa cage. Marie s'approcha, s'accroupissant pour être à son niveau. « Les choses se compliquent, mon beau, » murmura-t-elle. « Mais je te promets que je ne laisserai personne te faire du mal. Jamais plus. » Léo la fixait avec cette intensité particulière qui semblait transcender la barrière des espèces. Marie avait abandonné depuis longtemps toute prétention d'objectivité scientifique concernant ce regard. Il y avait quelque chose là, une forme de communication, de compréhension, qui défiait les explications conventionnelles. Une idée folle, presque téméraire, commença à germer dans son esprit. Et si elle permettait à Léo de sortir de sa cage, non pas pour le relâcher, pas encore, mais pour évaluer sa mobilité réelle, sa capacité à se déplacer dans un espace confiné. Du point de vue scientifique, c'était une étape logique dans le processus de réhabilitation. Du point de vue de la sécurité, c'était risqué, potentiellement dangereux. Malgré leur connexion inhabituelle, Léo restait un prédateur sauvage, avec des instincts imprévisibles. Après un moment d'hésitation, Marie prit sa décision. Elle verrouilla soigneusement toutes les issues de la pièce, créant un environnement contrôlé. Puis, le cœur battant, elle ouvrit lentement la porte de la cage. « Vas-y », encouragea-t-elle doucement, s'écartant pour laisser de l'espace. « Montre-moi comment tu te débrouilles. » Léo resta immobile pendant plusieurs secondes, semblant évaluer cette nouvelle situation. Puis, avec une grâce calculée, il émergea de la cage, ses pattes touchant silencieusement le sol en bois. Il fit quelques pas prudents, testant sa patte arrière désormais presque complètement guérie. Marie retenait son souffle, fascinée par le spectacle de ce prédateur magnifique se déplaçant librement pour la première fois depuis des semaines. Sa démarche était fluide,
à peine une légère asymétrie trahissant sa récente blessure. Les muscles puissants ondulaient sous son pelage tacheté, rappelant à Marie la force potentielle de cet animal qui, pour l'instant, semblait parfaitement à l'aise en sa présence. Léo explora méthodiquement la pièce, reniflant chaque objet, chaque recoin, construisant une carte mentale de ce nouvel environnement. Puis, dans un geste qui stoppa net le cœur de Marie, il se dirigea directement vers elle. « Léo », murmura-t-elle, figée entre émerveillement et instinct de prudence. Le lynx s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle, la fixant de ses yeux ambrés. Puis il s'assit, calmement, comme s'il attendait quelque chose. Une idée traversa l'esprit de Marie. Une idée folle, imprudente, mais irrésistible. Lentement, elle tendit sa main, paume ouverte, dans un geste qui allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris sur les interactions avec les prédateurs sauvages. Léo observa la main, immobile. Puis, avec une délicatesse déconcertante, il avança sa tête, permettant à ses doigts d'effleurer le dessus de son crâne, entre ses oreilles touffues. Le contact était électrisant, la sensation du pelage rêche sous ses doigts, la chaleur émanant de l'animal, la vibration presque imperceptible qui ressemblait à un ronronnement, mais plus profond, plus sauvage. Marie était transportée dans un état de conscience altéré, où les frontières entre humain et animal, science et intuition, raison et émotion semblaient se dissoudre. « C'est impossible », chuchota-t-elle, bien que l'évidence se trouve littéralement sous ses doigts. « Tu es extraordinaire. » L'instant magique fut brutalement interrompu par le bruit d'un véhicule approchant du chalet. Marie se raidit, l'adrénaline chassant instantanément l'état méditatif dans lequel elle s'était plongée. « Rentre », ordonna-t-elle à Léo, pointant vers la cage avec urgence. « Vite !» À sa grande surprise, le lynx obéit, retournant dans sa cage d'un pas rapide mais toujours élégant. Marie referma la porte, vérifiant 2 fois le loquet avant de se précipiter vers la fenêtre. Le pick-up de Claire s'arrêtait devant le chalet, mais son ami n'était pas seul. Un homme était assis côté passager, Thomas. Marie sortit en trombe, partagée entre colère et inquiétude. « Qu'est-ce qu'il fait ici? Notre rendez-vous était pour ce soir. » Claire descendit rapidement du véhicule, son visage tendu par l'urgence. Pas le temps d'expliquer en détail. Les traqueurs ont changé d'itinéraire. Ils arrivent par le sud, pas par le nord. Ils seront ici dans quelques heures. Thomas émergea du véhicule, l'air épuisé mais déterminé. « J'ai cru comprendre que tu avais besoin d'aide pour déplacer un certain passager. » Marie les dévisagea tous deux, évaluant rapidement ses options limitées. La méfiance luttait contre la nécessité pratique. Elle ne pouvait pas transporter Léo seul et le temps pressait. « Comment puis-je être sûr que je peux te faire confiance ?» demanda-t-elle directement à Thomas. Il sortit son téléphone, faisant défiler quelques images avant de le lui tendre. « Parce que j'ai tout à perdre, moi aussi. » Sur l'écran, Marie vit des photos d'elle-même ouvrant la cage de Léo le jour de sa libération. Des images prises depuis l'intérieur de la camionnette, probablement par une caméra de surveillance que Marie n'avait jamais remarquée. « Tu as des preuves contre moi », constata-t-elle, sentant un poids s'installer dans son estomac. « Et je ne les ai montrées à personne », répondit Thomas. « Parce que j'ai vu ce que les Dawson faisaient. J'ai compris pourquoi tu as agi ainsi. Nous sommes dans le même bateau maintenant, Marie. Soit nous nous entraidons, soit nous coulons ensemble. » Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres allongées à travers la forêt dense. 3 silhouettes se déplaçaient furtivement entre les arbres, portant une cage recouverte d'une bâche sombre. Marie en tête, suivie de Claire et Thomas, ils avançaient en silence sur un sentier à peine visible, chacun absorbé dans ses propres pensées. Leur plan, élaboré en moins d'1 heure, était risqué, mais représentait leur meilleure chance. Thomas avait identifié une ancienne cabane de garde forestier abandonnée,
situé dans une zone particulièrement isolée du parc national, à environ 8 km de leur position actuelle. Un refuge temporaire pour Léo, suffisamment éloigné des chemins de randonnée pour éviter toute rencontre fortuite avec des humains. « On devrait faire une pause », murmura Claire, dont le souffle devenait laborieux. « La cage est plus lourde que je ne l'imaginais. » Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière, déposant délicatement leurs précieux chargements. Marie souleva un coin de la bâche pour vérifier l'état de Léo. Le lynx, remarquablement calme malgré les circonstances, la fixa de ses yeux brillants dans la pénombre. « Il a l'air de bien supporter le voyage », observa-t-elle, soulagée. Pas de signe de stress excessif. Thomas consulta la carte sur son téléphone, calculant leur progression. « Nous avons parcouru presque la moitié du chemin. Si nous maintenons cette allure, nous devrions atteindre la cabane avant la nuit complète. » Marie acquiesça, mais son esprit était déjà au-delà de ce simple déplacement. Et ensuite, quelle est la suite du plan une fois Léo en sécurité? Thomas rangea son téléphone, son visage grave dans la lumière déclinante. J'ai rassemblé toutes les preuves dans un dossier sécurisé. Vidéos, photos, témoignages anonymes d'autres propriétaires terriens qui ont observé les activités des Dawson. Mais nous avons besoin de plus. Plus? Interrogea Claire, perplexe. Ces preuves ne sont-elles pas suffisantes? Pas contre une famille aussi influente. Les Dawson ont des connexions jusqu'au niveau du gouverneur. Des preuves circonstancielles seront facilement écartées ou étouffées. Marie comprit immédiatement où il voulait en venir. Tu veux les prendre en flagrant délit. Thomas hocha la tête. Exactement. Et j'ai une idée de comment procéder, mais... Il hésita, regardant la cage où Léo observait leur conversation avec une attention presque humaine. Ça implique certains risques. Avant qu'ils puissent élaborer, un craquement distant attira leur attention. D'un mouvement simultané, ils se figèrent, scrutant l'obscurité grandissante entre les arbres. Probablement un cerf, chuchota Claire après quelques instants de silence tendu. Mais Marie n'en était pas si sûre. Ses années d'expérience sur le terrain lui avaient appris à distinguer les sons de la forêt. Ce qu'elle venait d'entendre n'était pas le déplacement naturel d'un animal sauvage. « On repart », ordonna-t-elle à voix basse. « Maintenant ». Ils reprirent leur progression, plus rapidement cette fois, guidés par la lumière blafarde d'une lampe frontale que Thomas avait sortie de son sac. La forêt semblait se refermer autour d'eux, plus dense, plus menaçante à mesure que l'obscurité s'installait. Un nouveau bruit, distinct, métallique, confirma les craintes de Marie. « Éteignez la lampe », siffla-t-elle. Dans l'obscurité soudaine, sa voix n'était qu'un murmure urgent. « Ce sont eux, les traqueurs. Ils sont plus proches que nous le pensions. » La tension était palpable tandis qu'ils restaient immobiles, à peine osant respirer. Des faisceaux de lumière balayaient la forêt à environ 300 mètres derrière eux, accompagnés de voix étouffées et du cliquetis caractéristique d'équipements de chasse. « Ils suivent notre piste », constata Thomas, son visage blême dans la faible lueur lunaire qui filtrait à travers la canopée. « Nous devons nous séparer. » Marie le fixa, incrédule. « Nous séparer? Et Léo? C'est notre meilleure chance, insista-t-il. Claire et moi, nous allons créer une diversion, les attirer dans une autre direction. Toi, tu continues avec Léo jusqu'à la cabane. » « C'est trop dangereux, » protesta Marie. « Si les traqueurs vous trouvent, nous sommes des biologistes officiels du centre, rappelle-toi, » répondit Claire avec un faible sourire. « Nous avons parfaitement le droit d'être ici, en train de faire des observations nocturnes. C'est toi qu'ils recherchent, Marie, toi et Léo. » La logique était imparable, mais Marie détestait l'idée de mettre ses amis en danger. Néanmoins, le temps pressait, et chaque minute d'hésitation réduisait leurs chances de succès. « D'accord, » céda-t-elle finalement, « mais soyez prudents. » Thomas lui tendit sa lampe frontale et une petite radio.
La cabane est à environ 4 kilomètres au nord-est d'ici. Suis le ruisseau, puis tourne à l'est au gros rocher en forme de tortue. Tu ne peux pas le manquer. Contacte-nous par radio une fois que vous êtes en sécurité. Les 3 collègues échangèrent un regard chargé d'émotions non exprimées. Puis, sans un mot de plus, Claire et Thomas disparurent dans l'obscurité, délibérément bruyants pour attirer l'attention des poursuivants. Marie resta seule avec Léo, soudain très consciente de la magnitude du défi qui l'attendait. Transporter une cage contenant un lynx adulte à travers une forêt dense, dans l'obscurité, tout en évitant des traqueurs professionnels. C'était presque impossible. Presque. Elle regarda Léo, qui l'observait toujours avec cette intensité particulière. Une idée folle germa dans son esprit, une idée née de la nécessité désespérée et de cette connexion inexplicable qu'elle avait développée avec le félin. « Je vais faire quelque chose de complètement irrationnel », murmura-t-elle, s'agenouillant devant la cage. Quelque chose qu'aucun manuel de biologie n'approuverait. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit la porte de la cage. « Je te libère, Léo, mais pas pour que tu t'enfuis. Pas encore. » Le lynx resta immobile, semblant évaluer la situation avec une intelligence troublante. « J'ai besoin que tu me suives, » continua Marie, sachant parfaitement l'absurdité de ses paroles. Un prédateur sauvage ne suivrait jamais volontairement un humain à travers la forêt. C'était contre toute logique, contre tous les instincts naturels. Et pourtant, Léo émergea lentement de la cage, s'étirant brièvement avant de fixer Marie avec une intensité renouvelée. Elle se releva, fit quelques pas hésitants dans la direction indiquée par Thomas, puis se retourna. Le lynx n'avait pas bougé, ses yeux reflétant la faible lumière lunaire comme 2 joyaux ambrés dans l'obscurité. « S'il te plaît, » murmura Marie, tendant une main dans sa direction. « Fais-moi confiance une dernière fois. » Ce qui se passa ensuite défierait à jamais sa compréhension scientifique du comportement animal. Léo s'avança, dépassant sa main tendue pour venir se placer à ses côtés, comme un compagnon plutôt qu'une créature sauvage récemment libérée. Marie sentit des larmes silencieuses couler sur ses joues, des larmes d'émerveillement, de gratitude et d'une émotion plus profonde qu'elle n'osait nommer. Abandonnant la cage désormais inutile, elle commença à avancer à travers la forêt, Léo se déplaçant silencieusement à ses côtés. Sa présence était à la fois réconfortante et surréaliste, un prédateur sauvage l'accompagnant volontairement dans cette fuite désespérée. Les bruits des traqueurs s'estompèrent progressivement, indiquant que la diversion de Claire et Thomas fonctionnait. Marie navigua prudemment dans l'obscurité, guidée par la lampe qu'elle n'allumait que brièvement pour vérifier leur direction, et par le murmure constant du ruisseau qu'il longeait. Léo, à sa grande surprise, semblait parfaitement à l'aise avec cet arrangement improbable. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse typique de son espèce, mais restait toujours visible dans son champ de vision, comme s'il comprenait l'importance de ne pas se séparer. Après près d'1 heure de marche éprouvante, Marie aperçut enfin le rocher en forme de tortue mentionné par Thomas. Énorme et distinctif, il se dressait comme un gardien silencieux à la jonction de 2 petits vallons. « Par ici », murmura-t-elle à Léo, tournant vers l'est comme indiqué. Le terrain devint plus escarpé, ralentissant leur progression. Marie trébuchait occasionnellement sur des racines cachées ou des pierres instables, son corps épuisé par l'effort continu et la tension émotionnelle. Lors d'une de ces chutes, plus violente que les autres, elle resta un moment à terre, le souffle coupé par la douleur sourde dans son genou. Immédiatement, elle sentit une présence chaude à ses côtés, Léo, qui s'était approché avec une sollicitude presque inquiète. « Je vais bien », murmura-t-elle, touchée par ce geste qui semblait transcender les barrières entre leurs espèces. Juste besoin d'1 minute. La cabane apparut enfin, silhouette sombre se détachant contre le ciel étoilé.
Simple construction en rondins, abandonnée depuis des années selon Thomas, elle offrait néanmoins un refuge bienvenu après leur éprouvante traversée nocturne. Marie s'arrêta à la lisière des arbres, scrutant les environs pour s'assurer qu'aucun danger ne les guettait. Léo, toujours à ses côtés, semblait faire de même, ses sens aiguisés captant probablement bien plus d'informations que les siens. « On dirait que c'est sûr », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son compagnon félin. « Allons-y. » Ils traversèrent ensemble l'espace découvert, vulnérables pendant ces quelques secondes avant d'atteindre la porte en bois massif. Marie la poussa doucement, grimaçant lorsque les gonds rouillés grincèrent dans le silence nocturne. L'intérieur était spartiate mais intact, une petite table, 2 chaises, un lit de camp défoncé et un ancien poêle à bois occupaient l'essentiel de l'espace. Une fine couche de poussière recouvrait tout, témoignant de l'absence prolongée de présence humaine. « Bienvenue dans notre nouvelle planque », dit Marie à Léo qui explorait prudemment ce nouvel environnement, reniflant chaque recoin avec une curiosité méthodique. Elle ferma soigneusement la porte, tira les rideaux élimés sur les 2 petites fenêtres, puis s'autorisa enfin à allumer sa lampe frontale. La lumière révéla d'autres détails. Quelques ustensiles rouillés accrochés au mur, une pile de bûches sèches près du poêle et une trappe au sol qui menait probablement à une cave. Marie sortit la radio de sa poche et tenta de contacter Claire et Thomas, mais ne reçut que des grésillements en réponse. Soit ils étaient hors de portée, soit ils avaient éteint leur appareil pour éviter d'être repérés. « Espérons qu'ils vont bien », soupira-t-elle, déposant la radio sur la table. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à une fatigue écrasante. Marie s'effondra sur l'une des chaises, observant Léo qui continuait son inspection minutieuse. La situation défiait toute logique. Elle se trouvait seule dans une cabane isolée avec un prédateur sauvage en liberté, sans cage ni protection. Pourtant, étrangement, elle n'avait jamais ressenti un tel sentiment de sécurité. « Tu dois avoir faim », réalisa-t-elle soudain. Elle-même n'avait rien mangé depuis le matin, mais les besoins de Léo lui semblaient plus urgents. Fouillant dans son sac à dos, elle en sortit quelques barres énergétiques et une boîte de conserve de ragoût que Claire avait insisté pour qu'elle emporte. Pas idéal pour un lynx, mais mieux que rien. « Ce n'est pas du lapin frais », s'excusa-t-elle en ouvrant la conserve et en la déposant sur le sol. « Mais ça devra faire l'affaire pour ce soir. » Léo s'approcha, renifla le contenu avec une méfiance évidente, puis, à la surprise de Marie, commença à manger. Ce simple acte, un lynx sauvage acceptant de la nourriture préparée, servie dans une boîte métallique, semblait incarner l'étrangeté de leur relation. Tandis qu'il mangeait, Marie grignotait distraitement une barre énergétique, son esprit bouillonnant de questions sans réponse. Que se passerait-il ensuite? Comment prouver les actions illégales des Dawson? Et surtout, que ferait-elle de Léo une fois cette crise résolue? Cette dernière question pesait particulièrement lourd. Le but initial, sauver Léo d'une mort injuste, avait été atteint. Il était maintenant guéri, capable de chasser et de survivre seul. Logiquement, scientifiquement, éthiquement même, elle devrait le relâcher dans un territoire sauvage approprié, loin des conflits humains. Mais l'idée de ne plus jamais revoir ses yeux ambrés, de rompre cette connexion inexplicable qui s'était formée entre eux, lui serrait douloureusement le cœur. Le bruit soudain de la radio la fit sursauter, interrompant ses réflexions mélancoliques. « Marie, tu me reçois ?» La voix de Thomas, étouffée par des parasites mais reconnaissable. Elle se précipita vers l'appareil. « Je te reçois. Où êtes-vous? Vous allez bien? » « Nous sommes en sécurité, » répondit-il, le soulagement audible dans sa voix. « Nous avons réussi à égarer les traqueurs. Ils sont repartis vers le sud, pensant que vous avez pris cette direction. Bon travail. Nous avons atteint la cabane. » Un bref silence, puis « Nous, la cage aussi ?» Marie hésita,
consciente de l'incrédulité que sa réponse allait susciter. « Non, juste Léo et moi. Je l'ai libéré. »« Tu as quoi ?» La voix de Thomas montait dans les aigus. « Marie, c'est un prédateur sauvage. Comment as-tu pu ?»« Il m'a suivi, Thomas, » l'interrompit-elle. « Volontairement. Il est ici, dans la cabane, en liberté. Et il est paisible. » Le silence qui suivit était presque palpable, chargé d'incompréhension et d'incrédulité. « C'est impossible, » dit finalement Thomas, sa voix réduite à un murmure par la radio. « Je sais, » répondit simplement Marie. « Pourtant, c'est réel. » Après un autre moment de silence, Thomas reprit d'une voix plus pragmatique. « Écoute, nous avons un nouveau développement. Claire a reçu un appel d'un contact au département de la faune. Les Dawson préparent quelque chose pour demain. Ils ont acheté une grande quantité d'appât et de sang animal. Ils vont recommencer, comprit immédiatement Marie. Attirer d'autres prédateurs pour justifier leur élimination. Exactement. Et cette fois, nous pouvons les prendre en flagrant délit. J'ai contacté un journaliste de confiance de la Gazette régionale et un agent fédéral qui enquête sur les pratiques illégales de gestion de la faune. Ils seront là demain. Le cœur de Marie s'accéléra. C'était leur chance, non seulement de sauver Léo, mais aussi de protéger tous les autres prédateurs de la région des manipulations cyniques des Dawson. Quel est le plan? Rendez-vous à l'aube au point de rencontre Delta. Tu te souviens de cet endroit? La crête qui surplombe la propriété est des Dawson. Claire et moi y serons avec l'agent et le journaliste. Apporte toutes tes notes, tes observations sur Léo, tout ce qui prouve que ce lynx n'était pas naturellement agressif envers le bétail. Marie jeta un regard vers Léo, qui s'était allongé près du poêle éteint, ses yeux mi-clos, mais toujours attentifs. Et lui? Je ne peux pas le laisser ici, et je ne peux certainement pas l'emmener à cette rencontre. Un long silence, puis Thomas soupira audiblement. Marie, tu sais ce que tu dois faire, ce que nous devons tous faire en tant que biologistes. Il est temps. Ces mots, bien qu'attendus, frappèrent Marie comme un coup physique. Tant de quoi? De relâcher Léo? De dire adieu à cette créature extraordinaire qui avait bouleversé toutes ses certitudes scientifiques? De revenir à une vision du monde où les frontières entre espèces restaient infranchissables? Je comprends, répondit-elle finalement, sa voix trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. Repose-toi, on se voit à l'aube. La communication s'interrompit, laissant Marie seule avec ses pensées tumultueuses et un lynx qui, contre toute attente, semblait avoir choisi sa compagnie. Elle éteignit la lampe pour économiser les piles, plongeant la cabane dans une obscurité traversée seulement par les rayons de lune, filtrant à travers les fentes des volets. Dans cette pénombre, les yeux de Léo brillaient comme deux phares lointains. Marie s'allongea sur le lit de camp, épuisée, mais l'esprit trop agité pour trouver le sommeil. Demain serait décisif, pour les Dawson, pour sa carrière, pour Léo. Tout ce pourquoi elle s'était battue culminerait dans cette confrontation finale. Perdue dans ses réflexions, elle ne remarqua pas immédiatement le mouvement silencieux à ses côtés. Ce n'est que lorsqu'elle sentit un poids s'installer au pied du lit qu'elle réalisa que Léo s'était approché. Le lynx s'était couché à ses pieds, son corps chaud irradiant une présence réconfortante dans l'obscurité fraîche de la cabane. Marie retint son souffle, figée par la surprise et l'émerveillement. Jamais, dans toutes ces années d'études des félins sauvages, elle n'aurait imaginé un tel comportement. C'était comme si Léo avait franchi un pont invisible entre leurs mondes, choisissant délibérément la proximité humaine malgré tous ses instincts naturels. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle dans l'obscurité, une question qui n'attendait pas de réponse, mais qui résumait son émerveillement face à cet être qui défiait toutes les catégories. Léo ne bougea pas, sa respiration régulière indiquant qu'il était parfaitement à l'aise dans cette situation improbable. Cette nuit-là, dans une cabane perdue au cœur de la forêt, Marie s'endormit avec un lynx sauvage à ses pieds,
Un tableau qui aurait semblé absurde, dangereux, impensable quelques semaines plus tôt. Pourtant, dans l'étrange réalité qu'était devenue sa vie, cela semblait la chose la plus naturelle au monde. L'aube teintait à peine le ciel lorsque Marie ouvrit les yeux. Pendant un instant désorientant, elle ne reconnut pas son environnement, le plafond en bois brut, l'odeur de poussière et de résine, la lumière grisâtre filtrant à travers les volets, puis la mémoire lui revint accompagnée d'une conscience aiguë du poids chaud contre ses jambes. Léo dormait toujours, sa respiration régulière soulevant doucement son flanc tacheté. Il n'avait pas bougé de la nuit, restant fidèlement à ses pieds comme un gardien silencieux. Marie l'observa un long moment, gravant cette image dans sa mémoire, sachant, avec une certitude douloureuse, que ce moment appartenait à un chapitre qui touchait à sa fin. « C'est le jour », murmura-t-elle finalement. Comme s'il comprenait ses paroles, Léo ouvrit les yeux, la fixant de ce regard ambré qui semblait toujours voir au-delà des apparences. Il s'étira gracieusement, ses muscles puissants ondulant sous son pelage, puis sauta légèrement du lit pour explorer la cabane dans la lumière naissante. Marie se prépara rapidement, rassemblant ses affaires essentielles dans son sac à dos, son carnet d'observation, la clé USB de Thomas, une bouteille d'eau et les dernières barres énergétiques. Chaque geste était empreint d'une finalité qui lui serrait le cœur. La radio grésilla, la voix de Claire perçant le silence matinal. « Marie, tu me reçois? Nous sommes en position au point Delta. »« Je vous rejoins dans 1 heure, » répondit-elle, calculant mentalement le temps nécessaire pour traverser la forêt jusqu'au point de rendez-vous. Puis vint le moment qu'elle redoutait. Se tournant vers Léo, qui la regardait avec cette attention particulière qui avait caractérisé leur relation depuis le début, Marie sentit sa gorge se nouer. « C'est l'heure, » dit-elle doucement, ouvrant la porte de la cabane sur la forêt baignée de brume matinale. « Tu es libre, Léo, vraiment libre cette fois. » Le lynx s'approcha de l'ouverture, humant l'air frais chargé des promesses de l'aube, les odeurs de la forêt, des proies potentielles, des espaces infinis qui l'attendaient. Marie s'écarta, lui offrant le passage sans entrave vers sa véritable maison. Pourtant, Léo hésita sur le seuil, son regard alternant entre la forêt invitante et Marie. Cette indécision, si humaine dans son expression, brisa quelque chose en elle. « Va !» encouragea-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « C'est là que tu appartiens. Tu n'as plus besoin de moi. » Comme s'il prenait enfin sa décision, Léo bondit à l'extérieur, s'arrêtant quelques mètres plus loin pour se retourner une dernière fois. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, un adieu silencieux, une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils avaient partagé. Puis, en un éclair de mouvement fluide, il disparut dans les sous-bois, avalé par la forêt qui était son véritable domaine. Marie resta immobile un long moment, fixant l'endroit où il avait disparu. Une étrange sensation de vide et d'accomplissement mêlé se disputant son cœur. Puis, essuyant discrètement une larme, elle ferma la porte de la cabane et commença sa propre marche à travers la forêt, non pas vers la liberté, mais vers une confrontation qui pourrait changer l'avenir de tous les prédateurs de la région. Le point Delta était parfaitement choisi, une crête boisée offrant une vue imprenable sur une clairière de la propriété et des Dawson, tout en restant dissimulé par une dense végétation. Lorsque Marie y parvint, 4 silhouettes l'attendaient déjà. Claire, Thomas, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, que Marie identifia comme l'agent fédéral, et une jeune femme à l'air vif qui devait être la journaliste. « Voici Marie Dupont », présenta Thomas après les salutations rapides. « L'experte en comportement des félins dont je vous ai parlé. » L'agent fédéral, qui s'était présenté sous le nom de Ramirez, la fixa avec un regard évaluateur. « Docteur Dupont, j'ai entendu parler de vos méthodes non conventionnelles. » Marie soutint son regard. « J'ai fait ce que je pensais être juste, agent Ramirez, et je suis prête à en assumer les conséquences légales, quelles qu'elles soient. »
Ramirez hocha légèrement la tête, un respect réticent visible dans son expression. « Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les Dawson. »« Ils sont déjà là, » annonça Claire, qui observait la clairière avec des jumelles. 2 camionnettes, 4 hommes. Ils déchargent quelque chose. Ils s'approchèrent prudemment du bord de la crête, s'aplatissant contre le sol pour rester invisibles depuis la clairière en contrebas. La journaliste, Elisa Mendez, avait déjà installé un appareil photo équipé d'un téléobjectif puissant. La scène qui se déroulait en contrebas confirma toutes leurs accusations. Les frères Dawson et leurs employés déposaient méthodiquement des carcasses d'animaux et des conteneurs de sang le long d'un chemin qui menait directement à leur propriété principale. Ils créaient un corridor olfactif irrésistible pour tout prédateur dans un rayon de plusieurs kilomètres. « C'est flagrant », murmura Ramirez, enregistrant la scène avec son propre équipement. « Ils violent au moins 3 lois fédérales sur la gestion de la faune. » Marie sentit un poids se soulever de ses épaules. Enfin, la vérité éclatait au grand jour. Léo n'avait jamais été le problème. Il avait été manipulé, comme tous les autres prédateurs, par un système conçu pour les criminaliser. « Attendez », dit soudain Claire, braquant ses jumelles vers la lisière opposée de la clairière. « Il y a quelque chose, un mouvement. » Marie se figea, son cœur manquant un battement. « Un animal. Je crois que oui, c'est un lynx. » Sans réfléchir, Marie s'empara des jumelles, les mains tremblantes. Et là, presque comme si le destin s'en mêlait, elle vit Léo. Son lynx, à la lisière de la clairière, visiblement attiré par l'odeur du sang frais malgré la présence humaine. « Non, » souffla-t-elle, « pas maintenant, pas ici. » Les Dawson ne l'avaient pas encore repéré, occupés à disposer leurs appâts macabres. Mais ce n'était qu'une question de temps. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Thomas, tendu. « S'il le voit... » Marie savait exactement ce qui se passerait. Les Dawson étaient armés comme toujours. Ils n'hésiteraient pas à abattre un lynx sur leur propriété, surtout s'ils pouvaient prétendre qu'il s'approchait de leur bétail. Une décision fulgurante se forma dans son esprit, risquée, potentiellement désastreuse, mais la seule qui pourrait sauver Léo. « Continuez à filmer », ordonna-t-elle, se redressant. « Quoi qu'il arrive, n'intervenez pas avant que Ramirez ne donne le signal. » Avant que quiconque puisse protester, elle dévala la pente, abandonnant toute discrétion. Son seul objectif était d'atteindre Léo avant que les Dawson ne le repèrent, de le détourner de ce piège mortel qu'ils avaient créé. « Marie !» siffla Claire derrière elle, mais c'était trop tard. En quelques secondes, elle était visible de la clairière, courant vers la position de Léo. Les Dawson la remarquèrent immédiatement, interrompant leur sinistre travail. « Hé, vous là-bas !» cria le plus âgé des frères. « Vous êtes sur une propriété privée !» Marie les ignora, continuant sa course vers Léo qui, à sa grande surprise, s'était avancé à sa rencontre, comme s'il l'attendait, comme s'il savait. « Arrêtez-vous ou je tire !» La menace résonna dans la clairière, suivie du bruit caractéristique d'une arme qu'on charge. Marie atteignit enfin Léo, s'interposant physiquement entre lui et les Dawson. « Vous ne toucherez pas à ce lynx », lança-t-elle, sa voix portant avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. « Cette bête est sur notre terrain », répliqua Frank Dawson, s'avançant avec son fusil braqué. « Elle s'apprêtait à attaquer notre bétail. »« Vraiment ?» Marie désigna les carcasses et les conteneurs de sang éparpillés. « Ou peut-être l'avez-vous délibérément attiré ici, comme vous le faites depuis des mois ?» Les Dawson échangèrent un regard nerveux, soudain conscients que leur stratagème était exposé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » tenta le plus jeune. « Cet animal est dangereux et... »« Non, il ne l'est pas, » coupa Marie. « Ce que vous faites, en revanche, est illégal, et aujourd'hui, ça s'arrête. » Comme en réponse à ces paroles, plusieurs véhicules surgirent à l'entrée de la clairière, la voiture de Ramirez, suivie par 2 SUV officiels du service fédéral de la faune. L'opération était lancée. Dans la confusion qui s'ensuivit,
les Dawson tentant de se défendre, Ramirez présentant son badge et ses mandats, les agents fédéraux saisissant les preuves, Marie resta près de Léo qui, étonnamment, ne s'enfuit pas. « Tu devrais partir maintenant », lui murmura-t-elle, consciente que la clairière se remplissait d'humains, une situation stressante pour tout animal sauvage. Mais Léo restait immobile, comme s'il attendait quelque chose de plus. Marie s'agenouilla à son niveau, plongeant son regard dans ses yeux ambrés qui l'avaient captivé dès le premier jour. « On a réussi », dit-elle doucement. « Tu es innocenté, tu es libre, vraiment libre cette fois. » Elle tendit une main, effleurant doucement le dessus de sa tête dans un dernier geste d'affection. Puis elle se releva et recula d'un pas, lui offrant physiquement et symboliquement l'espace dont il avait besoin. Léo la regarda longuement comme s'il mémorisait son visage. Puis, dans un mouvement d'une grâce indescriptible, il se détourna et s'élança vers la forêt. Cette fois, Marie savait que c'était un véritable adieu. 6 mois plus tard, le nouveau centre de recherche et de réhabilitation des prédateurs sauvages brillait sous le soleil printanier. Construit sur les anciennes terres des Dawson, confisquées après leur condamnation pour de multiples violations des lois sur la protection de la faune, il représentait tout ce pour quoi Marie s'était battue. « Docteur Dupont, ils sont prêts pour votre présentation », annonça Claire, désormais directrice adjointe du centre. Marie hocha la tête, ajustant une dernière fois sa présentation sur l'écran. La salle de conférence était pleine. Chercheurs, étudiants, représentants d'ONG environnementales, tous venus pour le symposium international sur la coexistence humain-prédateur. Sa propre histoire, celle de Léo, était devenue un cas d'étude emblématique, changeant profondément les protocoles d'évaluation des prédateurs problématiques dans toute la région. Plus aucun animal ne serait condamné sans une enquête approfondie sur les circonstances réelles des incidents. Après sa présentation, accueillie par des applaudissements nourris, Marie s'échappa quelques minutes sur la terrasse d'observation qui surplombait la forêt environnante. Le printemps avait transformé le paysage, couvrant les collines d'un vert tendre parsemé de fleurs sauvages. C'est là que Thomas la trouva, contemplant l'horizon avec un sourire paisible. « Félicitations », dit-il, s'accoudant à la balustrade à ses côtés. « Tu as changé les choses, Marie, vraiment changé les choses. » Elle sourit, reconnaissante mais pensive. « Pas seule, nous tous, et Léo. »« Des nouvelles de notre ami tacheté ?» demanda Thomas. Marie secoua la tête. Les pièges photographiques l'ont repéré 2 fois, toujours plus au nord. Il semble avoir établi un territoire stable, loin des zones d'élevage. Il va bien. Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle gardait comme un secret précieux, c'était cette nuit, 3 mois plus tôt, où elle avait campé seule dans la forêt pour une étude. Au plus profond de la nuit, une silhouette tachetée était apparue silencieusement à la limite du cercle de lumière de son feu. Ils s'étaient regardés longuement, sans crainte ni barrière, avant que Léo ne disparaisse aussi discrètement qu'il était venu. Non pas un retour, ni même une visite, juste un rappel que certains liens transcendent les frontières habituelles entre espèces, entre mondes. « Tu sais, » dit Thomas, interrompant ses réflexions, « je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé entre toi et ce lynx. Scientifiquement, je veux dire. » Marie sourit, son regard toujours fixé sur la forêt lointaine où, quelque part, un lynx roux vivait sa vie sauvage comme il était destiné à le faire. « Certaines choses, répondit-elle doucement, dépassent ce que notre science peut expliquer, et c'est parfaitement acceptable. » Thomas hocha la tête, acceptant cette réponse qui, quelques mois plus tôt, aurait contredit toutes ses convictions de biologiste rigoureux. Ensemble, ils contemplèrent la forêt qui s'étendait devant eux, non plus comme un champ de bataille entre humains et prédateurs, mais comme un espace partagé où la compréhension mutuelle, aussi improbable soit-elle, restait toujours possible.